Dans le monde, toutes les 4 secondes, un homme, une femme ou un enfant meurt de n'avoir pas mangé à sa faim. Ils sont des millions à souffrir de malnutrition, comme en Afghanistan, où les plus fragiles, les plus touchés sont les enfants. 1 sur 4 ne dépasse pas l'âge de 4 ans. La campagne électorale aux États-Unis, les derniers sondages donnent un très léger avantage à George Bush, mais rien n'est joué. Tout dépend de ces États charnières où tout peut basculer. L'exemple de l'Ohio qui incarne les divisions de l'Amérique. Il y a 20 ans, le petit Grégory, âgé de 4 ans, a été retrouvé ligoté sans vie dans la Vologne. Une affaire qui restera dans les annales judiciaires du siècle. Au-delà des dysfonctionnements et de la folie médiatique, le mystère subsiste. Science en fait, plusieurs centaines de laboratoires ouverts au grand public, plongés dans les grands fonds avec ces créatures étranges, ces avalanches sous-marines, des millions d'espèces sur la planète qui restent à découvrir. Michel Sardou revient à ses anciennes amours. Pour la 7e fois, il sera sur la scène de l'Olympia. 5 semaines déjà à guichet fermé. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par la journée mondiale contre la faim. L'occasion de parler de ce fléau si répandu sur la planète et pourtant loin de faire la une de l'actualité. Des centaines de millions de personnes souffrent de malnutrition et meurent dans les pays du quart-monde. Un mal silencieux qui décime les populations les plus fragiles, à l'exemple de l'Afghanistan. Après un quart de siècle de guerre et 6 ans de sécheresse, ce sont les enfants qui sont les premiers touchés. Dans ce pays victime si longtemps de l'obscurantisme, même les relations les plus simples, celles qui lient une mère à son enfant, sont à réapprendre. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Jean-François Renaud. Elle s'appelle Shekeba, elle va vivre. Quand sa mère l'a amenée dans cet hôpital de Kaboul il y a 3 semaines, l'espoir était bien mince. Elle se doutait un peu que la petite n'allait pas bien, mais ne réalisait pas vraiment. La maman de Shekeba explique qu'elle ne savait pas comment nourrir son bébé, que quand elle était enceinte, elle ignorait ce qu'elle devait manger, mais que maintenant, elle sait ce qu'elle doit lui donner. Cette petite fille a 2 ans, mais elle ressemble à une enfant de 6 mois. Et elle a effectivement le poids d'un bébé de 6 mois. C'est un cas de malnutrition qui est dû au manque de connaissance de la mère. En Afghanistan, un enfant sur 4 meurt avant l'âge de 5 ans. Et près de 70% de la population souffre de malnutrition chronique. Ici en Afghanistan, la population est très vulnérable, donc les travailleurs sociaux ont des entretiens réguliers avec les mères. Et puis là, on travaille la relation mère-enfant aussi, qui est souvent très distanciée, et à travers de sessions de jeu et également de formation sur le développement du très jeune enfant et l'importance de jouer pour un enfant. Le jeu, petite parenthèse, dans une détresse immense. Détresse physique pour les enfants et psychologique pour les mères. On ne sort pas indemne de 23 ans de guerre. On apprend aux mères comment jouer avec leurs enfants et on leur explique pourquoi. Parce que quand elles jouent et quand elles parlent avec leurs enfants, ils deviennent plus attentifs, plus réactifs et cela améliore leur état mental. Pour l'équipe d'Action contre la faim, l'objectif est la prévention. Par équipe de 4, ils font du porte-à-porte. Quand votre enfant est malade, dit l'éducatrice, il ne faut pas rester triste à regarder votre enfant, il faut agir. Tous les enfants de la maison sont mesurés, pesés, auscultés. La plupart n'ont jamais vu un médecin. En Afghanistan, la majorité des femmes accouchent seules à la maison. À Kaboul, le problème de la malnutrition est sans commune mesure avec le reste du pays. Après des années de sécheresse, des régions entières souffrent de graves pénuries alimentaires. Loin de la capitale, les enfants meurent. Pour lutter contre la faim et marquer les esprits, à Paris, place Saint-Sulpice, quelques 300 silhouettes, celles d'hommes, de femmes et d'enfants, tombent à terre toutes les 4 secondes, symbole de ces victimes qui, à chacun de ces instants, perdent la vie par malnutrition, crise économique ou guerre civile. À Rome, à l'heure même où il fut élu pape il y a 26 ans, Jean-Paul II célébrait une messe cet après-midi au Vatican, point d'orgue des festivités qui marquent son pontificat, un anniversaire que célèbrent tous les grands prélats de l'Église réunis autour du Saint-Père, qui est apparu en relativement bonne forme, quelles que soient les rumeurs. Âgé de 84 ans, Jean-Paul II continue malgré tout d'assumer sa tâche. Amaury Guibert. Un anniversaire fastueux pour Jean-Paul II, 26 ans de pontificat célébré dans la grandiloquence des chants russes.
chœurs de l'ex-armée rouge chantent Kalinka. Des danseurs célèbrent le folklore russe. Étonnant contraste avec l'austère salle des audiences du Vatican où 5000 personnes entourent le pape, visiblement en bonne forme. Merci à tous, dit celui qui assume le 3e pontificat le plus long de l'histoire. Entre ce 16 octobre 1978 et ces images de Lourdes en août dernier, un pape de plus en plus affaibli, acharné à se maintenir au pouvoir, disent ses détracteurs, quand d'autres y voient une preuve de courage. Le pape a montré aux millions de gens qui souffrent d'un handicap, d'une maladie, qu'ils ont de la valeur, de la dignité et qu'ils peuvent accomplir quelque chose dans le monde. Mais année après année, le pontificat de Jean-Paul II suscite cette question: qui dirige réellement l'Église, le pape ou ses conseillers? En Irak, encore et toujours la violence quotidienne. Cette fois-ci, ce sont les églises de la capitale qui ont été prises pour cible. Plus loin à Falloujah, l'offensive américaine se poursuit autour de la ville rebelle. Et pour la première fois, les soldats britanniques basés dans le sud du pays pourraient être affectés à Bagdad pour renforcer les troupes américaines qui se battent à Falloujah. Bernard Lebrun. Les églises chaldéennes ou assyriennes sont des cibles faciles à Bagdad. Ce sont des lieux de culte ouverts à tous, qui plus est non gardés, contrairement aux mosquées. Les chrétiens d'Irak sont trop peu nombreux, moins de 3% des 24 millions d'habitants, pour organiser des tours de garde. Alors à la veille des offices dominicaux, les 5 attaques simultanées de la matinée ont révolté la petite communauté chrétienne. À 5h moins 10, il y a eu une énorme explosion, un obus de mortier. Et il a complètement détruit cette église historique. Visiblement ému, cet homme nous montre ce qui reste des livres de prière. Mais ces destructions d'églises au 2e jour du Ramadan n'ont pas fait de victimes. Une autre série d'attaques au mortier tôt ce matin a fait 1 mort, une petite fille, et 8 blessés graves. Petite lueur d'espoir, ces quelques images qui nous sont parvenues cet après-midi de la ville assiégée de Falloujah, où la vie semblait reprendre ses droits après les bombardements américains d'hier. Selon cet homme, une délégation d'officiels sunnites se dit prête à reprendre des négociations sur l'éventuelle reddition de la ville. Et c'est la fin de l'opération menée par Israël au nord de la bande de Gaza. Après 16 jours d'offensive, les chars et les blindés ont quitté la région. L'heure du bilan. Quant à Naplouse, de nouveaux heurts ont éclaté à Maury Guibert. Une pluie de pierres contre une pelleteuse. L'armée israélienne bloque l'entrée du camp de Balata à Naplouse après l'attaque de soldats qui recherchaient des armes et des explosifs. Les pierres n'y font rien. L'engin continue son travail. Un peu plus loin, des véhicules légers quadrillent les rues. Les affrontements auraient fait plusieurs blessés côté palestinien. À l'autre bout des territoires, au nord de la bande de Gaza, on dénombre 128 morts après 3 semaines de combat et ces dégâts qui rappellent ceux d'un tremblement de terre. Une centaine de maisons détruites, des quartiers entiers privés d'eau et d'électricité. Les habitants fouillent les ruines à la recherche d'effets personnels. Ces enfants, eux, n'ont que les cartouches d'armes automatiques à exhiber. Hier soir, les soldats israéliens ont plié bagages. Fin de l'opération Jour de pénitence, visant à mettre un terme aux tirs de roquettes dans le sud d'Israël. Un succès selon l'État hébreu, qui a pourtant laissé les quelques 200 chars et blindés mobilisés le long de la frontière avec la bande de Gaza. Un peu plus de 15 jours de l'élection présidentielle, les Américains de Paris se sont rassemblés cet après-midi pour inciter leurs compatriotes résidant en France à voter. 60 à 100 000 Américains vivent dans notre pays. C'est par correspondance que les citoyens américains peuvent voter. La manifestation de cet après-midi avait également un caractère anti-Bush. On y retrouvait des slogans contre l'intervention en Irak. L'Amérique qui vit au rythme de la campagne et des sondages, le dernier en date donne 4 points d'avance à George Bush, mais tout dépendra du vote de ces États charnières capables de basculer. À l'exemple de l'Ohio, un État qui mérite une attention particulière au moins pour 2 raisons. D'abord parce qu'il représente à lui seul les grandes dissensions qui séparent l'Amérique. Ensuite parce qu'à 2 exceptions près, l'Ohio a toujours voté pour le candidat qui s'est avéré vainqueur de l'élection. Reportage Loïc Delamornay, Emmanuel Beck. Le métier de garde du corps, c'est de rester stoïque sous la pluie, en scrutant les habitants d'une petite ville à peine référencée sur les cartes routières,
Cuyahoga Falls. Pour réchauffer l'ambiance, un cadre du Parti républicain distribue de vraies fausses banderoles faites main. Mais soudain, certains le prendront pour un signe de Dieu, les nuages se dissipent, le soleil se lève, il arrive. Depuis le début de sa présidence, George Bush est venu 25 fois dans l'Ohio, un de ces précieux états charnières où se joue l'issue du scrutin. Je suis là pour vous demander votre aide. Allez voir vos amis, vos voisins. Cette élection est un combat pour les valeurs. Les époux Weakley sont venus avec leurs 13 enfants écouter le président Bush religieusement. Nous sommes chrétiens et lui, c'est un non-chrétien. Il vient de redire qu'il était contre le mariage gay, qu'un mariage, c'est uniquement entre un homme et une femme. L'Amérique idéale de Bush, c'est Belleville, une bourgade coquette du sud de l'État. Ici, la norme, ce sont de riches fermiers comme Mark Adams, avec une jolie petite famille, un pick-up et un bel élevage de chevaux. George Bush, c'est un homme d'action, un gars qui nous protégera. Et puis il vient du Texas, c'est un fermier, comme nous. Mais au nord, voici la banlieue industrielle de Cleveland. On appelle cette région la Rust Belt, la ceinture de rouille, à cause de ses innombrables usines à l'abandon. Fermeture, délocalisation, ouvriers au chômage au bord des routes. Depuis l'arrivée de George Bush à la présidence, 250 000 emplois ont été perdus ici. On ne peut pas compter sur Bush. Sa famille est très fortunée. Bon, Kerry aussi vient d'un milieu riche, mais il est démocrate. Alors on croise les doigts. Traditionnellement, les démocrates se préoccupent de la classe ouvrière. Quand on dégringole du rêve américain, on se retrouve dans les Colony Village, des lotissements de mobile-homes où la plupart des habitants n'ont plus de travail, plus de sécurité sociale. Même s'ils sont démocrates dans l'âme, ils ne savent pas s'ils iront voter. Est-ce qu'une seule fois dans cette élection ou ces débats, vous avez entendu le mot pauvre? On a entendu le mot classe moyenne, mais on n'a jamais entendu le mot pauvre. Si l'on avait le temps, John Kerry devrait venir serrer quelques mains à Colony Village, car il y a là potentiellement un vrai réservoir de voix pour les démocrates. Mais il ne viendra sans doute pas, car cette classe qui n'est plus tout à fait moyenne, cette Amérique-là, elle n'intéresse pas grand monde à Washington. En France, la hausse des prix du gazole. Après les agriculteurs, les marins pêcheurs et les routiers, les bateliers pourraient recevoir un coup de pouce du gouvernement. Aujourd'hui, ils manifestaient sur l'eau leur mécontentement. À Paris, une vingtaine de péniches ont remonté la Seine. Elisabeth Esley, Michel Guillaume. Un cortège de péniches pour une traversée de Paris exceptionnelle, d'Ivry à Issy-les-Moulineaux. Une manifestation de bateliers qui ne veulent pas être en reste. Gros consommateurs de fioul, 60 000 litres par an en moyenne, ils refusent de continuer à le payer au tarif domestique. Au niveau du fioul, on souhaite avoir un carburant professionnel, un petit peu le style de la pêche, ce qui nous permettrait d'avoir des coûts de baissée entre 15 et 30%. Roger est artisan batelier depuis 5 générations. Comme la plupart de ses confrères, il travaille en famille. Il a fait ses comptes. Pour lui, la situation est catastrophique. Aujourd'hui, on fait une manifestation pour alerter les pouvoirs publics sur la hausse du fioul qui, pour nous coûte 48% depuis le début de l'année en supplément. Aujourd'hui, les bateliers ne sont plus que 900 contre 4000 il y a 20 ans. Roger craint pour leur survie s'ils n'obtiennent pas les mêmes mesures que leurs concurrents, les routiers. Nos prix de transport, on est obligé de les surévaluer automatiquement. On arrive plus cher qu'eux, donc c'est une concurrence complètement déloyale provoquée par le gouvernement puisqu'il ne veut pas nous aider jusque maintenant. Ça devrait changer. Jeudi, le secrétariat d'État au transport et à la mer annoncera des aides aux bateliers dans la foulée de celles accordées aux routiers. Après le tollé des syndicats, Matignon fait marche arrière sur la question des licenciements économiques. L'avant-projet de loi comportait plusieurs dispositions qui seront abandonnées dans le nouveau texte. En particulier, la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise disparaît. Stéphane Despinois, Benoît Gadret. Jean-Pierre Raffarin préfère calmer le jeu, car hier, deux syndicats, la CGT et la CGC, ont claqué la porte, estimant que les nouvelles règles du jeu en matière de licenciement allaient dans le sens du patronat. Plus question donc de justifier un licenciement économique au nom de la compétitivité de l'entreprise. Selon les syndicats, c'était la porte ouverte au licenciement boursier. En cas d'annulation d'un plan social, le gouvernement ne voulait plus obliger une entreprise à réintégrer un salarié, c'est aussi abandonné. Enfin, lorsqu'un licenciement est contesté, les délais de recours passent à 1 an, un recul apprécié par les syndicats.
Les électeurs, ce n'est pas les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, c'est une petite partie de l'électorat. Et que l'électorat, il est essentiellement composé des salariés. Et qu'on ne peut pas trop tirer dessus si on veut vraiment réussir à faire la politique pour laquelle on a été élu. Nous sommes partiellement entendus. Nous n'allons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Lorsque nous aurons un nouveau projet, la CFDT portera un jugement plus précis et plus définitif. Plus étonnant, les libéraux de la majorité se refusent à parler d'un recul du gouvernement sur la question. L'objectif n'est pas de faciliter le licenciement économique. L'objectif est de faire en sorte que le salarié soit le plus vite possible en position de rechercher un emploi efficacement avec éventuellement une meilleure formation pour un reclassement. Si Matignon a décidé de ne pas se précipiter, reste à connaître la position du MEDEF. Le patronat n'a de cesse de réclamer un assouplissement du marché du travail. Il devrait apprécier la volte-face du gouvernement. Hubert Falcao, le ministre délégué aux personnes âgées, participera mercredi prochain à son dernier conseil des ministres. Le maire de Toulon a décidé de quitter le gouvernement. J'ai choisi ma ville, j'ai pris un engagement moral avec les Toulonnais. Pas question que je les trahisse, a déclaré Hubert Falcao, qui, je vous le rappelle, a été élu sénateur UMP du Var le mois dernier. Dans les annales judiciaires, l'affaire Grégory occupe une place à part. Elle a profondément marqué toute une génération de journalistes, de magistrats. Une affaire aux multiples dysfonctionnements où beaucoup ont perdu le sens commun. Et 20 ans, jour pour jour après la mort du petit Grégory, retrouvé ligoté sans vie dans un ruisseau, le mystère subsiste. Karine Comati. La photo a marqué tous les esprits. L'enfant paraît endormi. C'est un petit cadavre entravé que porte ce pompier, celui de Grégory Villemain, 4 ans et demi, noyé dans la Vologne. Depuis le 16 octobre 1984, cette vallée humide des Vosges est le théâtre d'une énigme. Qui a tué le petit Grégory? Les lettres d'un corbeau mènent tout d'abord les enquêteurs vers le cousin de Jean-Marie Villemain. Bernard Laroche est écroué après le témoignage accablant de sa belle-sœur. Villemain, Laroche, les journalistes se passionnent pour cette guerre des clans. Vraiment, lui qui a fait le coup, c'est Dr Jekyll de Mr Hyde. C'est-à-dire qu'il est de façade, il est bien, mais de l'intérieur, il est complètement pourri. Premier d'une longue série de rebondissements, la belle-sœur de Bernard Laroche se rétracte. Il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Montré du doigt, le juge Lambert accusé de ne privilégier qu'une seule thèse et les gendarmes trop proches de la presse. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours. Malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. L'aide des journalistes aura des effets désastreux sur l'enquête. À la libération de Bernard Laroche, les soupçons du juge glissent vers Christine Villemain. Mais pour son mari, il n'y a aucun doute. Dans l'opinion, 2 camps s'affrontent. C'est trop de pression pour Jean-Marie Villemain qui décide de se faire justice et abat son cousin. 3 mois plus tard, Christine Villemain est inculpée de l'assassinat de son fils. Il faudra 8 ans à la justice pour finalement innocenter la mère de Grégory et reconnaître, entre autres erreurs, son impuissance à trouver la vérité. Jean-Marie Villemain, lui, a purgé sa peine de 34 mois de détention. 20 ans après la mort de Grégory, ses parents ont quitté les Vosges, emmenant avec eux les cendres de leur fils. Aujourd'hui, à l'Épange, il ne reste rien, si ce n'est un secret, au fond de la Vologne. Ces dernières semaines, nous avons évoqué la crise que traverse la presse nationale. Les quotidiens ont du mal à trouver ou à garder leurs lecteurs. Et que dire de la nouvelle génération? Les moins de 25 ans boudent les quotidiens. Un seul chiffre, 1% des jeunes seulement s'informent en lisant le journal. Nicolas Lemarinier, Sophie Laurent. Pas de papier, pas d'encre qui tâche, c'est un cours sur la presse particulier. Tout se passe sur Internet. Le gros titre, c'est fait pour attirer les gens. Hiérarchie de l'information, choix éditoriaux. Pour ces élèves de 5e, c'est du charabia. C'est important qu'ils aient conscience déjà du pluralisme, c'est-à-dire qu'on lit un journal et qu'un journal, il y a une ligne éditoriale derrière, il y a une opinion politique parfois, et ça, ils n'en ont pas du tout conscience. Pour cette génération zapping, Internet supplante peu à peu le journal papier. On n'est pas obligé de chercher dans le journal, là on regarde sur le côté et on clique sur ce qui nous intéresse.
En 10 ans, le nombre de lecteurs a baissé de 18% chez les 15-24 ans. Devant cette université, le kiosquier se désole, les étudiants boudent les quotidiens. Les magazines d'informatique, ça ils prennent, les mensuels ils prennent plutôt. Ou alors les étudiantes achètent beaucoup des magazines comme Voici ou Public. En cause, le format, le prix et la concurrence des gratuits. Vous lisez régulièrement les quotidiens? Ceux qui sont gratuits, ouais, dans le métro, ça s'éclaire et synthétique, c'est sympa. Alors la presse française, qui a tendance à mélanger faits et commentaires, se demande comment appâter les jeunes. Solution envisagée, distribuer des abonnements gratuits. L'idée, c'est de faire en sorte que tous les jeunes français puissent à un moment donné avoir une expérience concrète d'un journal quotidien dans la durée et qu'ainsi ils aient la possibilité de voir ce que ça leur apporte. Il reste du travail puisque 2/3 des jeunes ne se retrouvent pas dans le contenu des journaux français. La rentrée universitaire, comme chaque année, a été marquée par la crise du logement étudiant. On retiendra cette initiative, celle de mettre en contact des personnes âgées et des étudiants, échange de services pour le gîte sans le couvert, une chambre gratuite ou à prix très réduit. Stéphanie Davouegno, Pierre Mont-Joseph. Enchantée, Ambre. Ambre, oh, vous avez un joli prénom. Merci. Aujourd'hui, Ambre passe une sorte d'examen. À la clé, une chambre qu'elle pourrait occuper gratuitement chez cette dame, en contrepartie de petits services. Voilà, voilà. Est-ce qu'elle... C'est parfait. Est-ce qu'elle vous convient? Oui. Les enfants de Jeanne sont partis, son mari est mort, alors la présence d'une étudiante permettrait d'atténuer sa solitude. Rentrer, ne trouver personne dans son appartement, alors que j'avais l'habitude que mon mari m'y accueille, ça me fait dur. C'est une association, Paris Solidaire, qui propose de rapprocher les deux générations. Mais les modes de vie sont parfois difficiles à concilier. La vieille dame est inquiète pour son appartement. Elle ne veut pas que Ambre y fasse sécher son linge. Faire une véritable lessive, c'est un peu difficile. Voilà, j'ai un appartement qui est recouvert de moquettes et neuf, parti de marché. Alors, voilà. Jeanne et Ambre réservent pour l'instant leur décision. Merci. Et moi, j'étais contente de vous connaître. Anaïs, elle, a trouvé son bonheur. Ce soir, elle a fait quelques courses pour Geneviève, chez qui elle habite, moyennant un petit loyer. Bien chargé. À votre santé. Le secret de leur union, respecter l'indépendance de l'autre. Pendant que Geneviève dîne comme d'habitude devant la télévision, Anaïs bûche ses cours de médecine dans sa chambre. Comme elle, une vingtaine d'étudiants ont fait affaire avec une personne âgée depuis le début du mois et le phénomène risque de s'amplifier face à la pénurie de logements. Cette année, près de 200 000 étudiants n'ont pas obtenu de chambre universitaire. Un navire lituanien a été détourné vers Brest. Il est soupçonné d'avoir dégazé en pleine mer. Une nappe d'hydrocarbures de 7 km de long sur 150 mètres de large a été repérée. Le commandant est entendu par les enquêteurs de la gendarmerie maritime. Il devra verser une caution de 230 000 €. Science en fête, aujourd'hui et demain partout en France, plusieurs centaines de laboratoires ouvrent leurs portes au public. À Brest, voyage dans le Grand Bleu, à la découverte d'étranges créatures, bactéries de l'extrême, une immersion dans les grands fonds. Romuald Bonan, Michel Hiver. Des vagues et de l'écume, mais la plage c'est un laboratoire où les chercheurs de l'Ifremer simulent toutes les mers du monde en recréant des houles. Un jeu très sérieux qui passionne ces scientifiques en herbe venus s'instruire. Il y a un batteur de houle là derrière qui en s'enfonçant plus ou moins dans l'eau fait plus ou moins de houle quoi. Ici, les navires et les plateformes pétrolières sont testés sur maquette à un océan miniature d'où émergent les futurs sous-marins scientifiques. Il n'est pas du tout téléguidé, il n'y a pas de fil qui les relie au bateau, de câbles qui les relient au bateau, donc il doit être parfaitement autonome, il doit y avoir effectivement une sorte d'intelligence qui lui permet de prendre de bonnes décisions dans le cas d'un accident. La fête de la science, c'est l'occasion pour le grand public d'accéder au laboratoire, aux scientifiques et à leurs recherches. Donc ici, on va simuler une avalanche sous-marine, vous avez déjà vu. Pour comprendre par exemple la vie dans les grands fonds marins, les 2/3 de la surface du globe. Un univers entre 200 et 11 000 mètres de profondeur où dans la nuit éternelle vivent d'étranges créatures. Les animaux de grande profondeur, on ne les voit jamais. Hein. Donc c'est nouveau, c'est inconnu pour nous. Hein. Au détour d'un laboratoire, ces visiteurs découvrent que la mer est devenue un marché exploitable, avec par exemple les bactéries de l'extrême, véritable usine chimique. Qu'est-ce qu'on vient de t'apprendre là?
qu'en fait on pouvait faire du plastique et puis qu'après, même si on le jette dans la nature, il peut se dégrader. Une balade du week-end scientifique où tous vos sens seront en éveil. Du côté de l'espace, sans faute pour Soyouz, les 3 stationnautes ont pénétré à l'intérieur de la station spatiale internationale. L'astronaute américain et les 2 Russes ont été accueillis par l'équipe en orbite depuis 6 mois. Il s'agit d'un Américain et d'un Russe. Et puis sur Terre, l'apparition des premières neiges en cette mi-octobre. Sur les Vosges et les Pyrénées, les flocons à partir de 1600 mètres d'altitude. La baisse des températures devrait favoriser l'apparition d'un manteau neigeux. Les traditionnelles journées de Courson, un rendez-vous incontournable pour les passionnés des plantes et des fleurs en tout genre. Les Français sont de plus en plus nombreux à se mettre au jardinage. Certains inventent même de nouvelles espèces. Nabila Tabouri, Frédéric Basile. Une rose déshabillée, une pincée de pistil prélevée, quelques grammes d'étamines sélectionnées et Jean-Pierre Guyot créa la rose. À sa manière, cet homme est un magicien. Rose ancienne, rose moderne, il ne garde que les qualités de chacune pour créer la fleur idéale, la Rosa generosa. Une rose, c'est une fleur presque parfaite, enfin pour moi. C'est beau, c'est généreux, ça a tellement de qualités, c'est voluptueux, c'est plein de charme. La rose, une passion partagée. La Generosa se vend bien 200 000 variétés chaque année pour ce rosieriste lyonnais. De la création à la commercialisation, pas moins de 8 ans de travail. Je trouve ça merveilleux, quoi. C'est sûr. Alors, bon, en plus, j'aime beaucoup la fleur par elle-même, la rose par elle-même. Ça permet d'avoir des couleurs dans le jardin, d'avoir des variétés, des grandes, des petites, et puis beaucoup de couleurs, quoi. Hein. Les couleurs, justement, il n'en manque pas à Courson. Fleurs encore vivaces, arbres effeuillés par l'automne. Certains coûtent tout de même plusieurs centaines d'euros. Et attention, n'oubliez pas qu'ils grandiront. C'est à l'achat de la plante de vraiment demander aux professionnels chez qui vous achetez la plante la taille adulte de l'arbre. Les journées de Courson, 30 000 visiteurs chaque année. Un succès qui confirme l'engouement des Français pour le jardinage. Comment faire partager le goût de la cuisine et transmettre son savoir-faire à l'occasion de la Semaine du goût? Arrêtons-nous sur cette initiative où l'on retrouve en cuisine une quinzaine de lycéens et une dizaine de retraités. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. C'est l'heure du marché où l'on choisit ses coéquipiers et ses matières premières. Dans le joyeux brouhaha de la cantine du lycée, élèves et retraités d'une association salonnaise viennent mesurer leur talent culinaire et leur imagination. C'est un crumble à la tomate, on met des tomates pelées. Un petit filet de poulet avec un petit concassé de légumes, carottes. De crêpes, de la crème, des pommes, de crêpes, de la crème et des pommes, voilà. C'est une recette personnelle À moitié. Un peu improvisé quand même. Avec la dame. On y va. Qui le suivez C'est le chef. Ici, la semaine du goût et la semaine bleue s'achèvent en apothéose. La cuisine est prise d'assaut, tout le monde s'affaire, à chacun sa tâche dans ce melting pot des générations où l'on s'échange recettes et tours de main. Vous devriez les passer à l'eau bouillante et puis vous le trempez dans l'eau chaude sans vous couper les doigts. Hein? Après, vous le prenez dans l'autre sens. Pour fédérer tout ce petit monde, il y a Dominique Valadier, l'atypique chef de la cantine, qui profite du public pour faire son numéro. Le croisement des générations fait en sorte qu'ils se retrouvent autour du même pôle. C'est bien manger ensemble et à 60 ans d'écart. Et le tout dans la plus grande convivialité. Je faisais beaucoup la cuisine avec ma grand-mère et donc voilà, j'adore faire la cuisine et puis là je trouve que c'est bien de se réunir. J'ai essayé de les aider, ils m'ont demandé mon goût, si c'était bien, et puis bon, là je vous dis, ça a été on s'est aidé mutuellement. Arrive bientôt l'heure de la dégustation, suivie du vote du jury. Il y a évidemment beaucoup d'ex-aequo qui devront se départager en cuisine l'année prochaine. C'est bon ça, hein? Que dire de cette démarche singulière? Personne ne sait si elle aboutira, mais un Indien, un Sioux, pour défendre ses ancêtres et sa culture, a décidé d'entreprendre une procédure pour changer le nom du Crazy Horse. Voici pourquoi. Caroline Gauthier, Rémi Poissonnier.
Alfred Red Cloud, Nuage Rouge en français, découvre ce cabaret parisien qui porte le nom du célèbre guerrier Sioux Crazy Horse. Le face-à-face pourrait faire sourire, mais ce chef de tribu indienne n'est pas venu ici pour prendre du plaisir. Mes ancêtres veulent récupérer le nom de Crazy Horse, parce que personne n'a le droit de porter ce nom, de l'utiliser. J'ai amené une lettre pour expliquer cela. Mission accomplie, la lettre évoquant l'offense faite à son peuple est remise aux responsables de la salle. Maintenant, s'il veut voir la salle du Crazy Horse, avec grand plaisir. C'est la salle. Visage fermé, Nuage Rouge découvre la fameuse scène où se déroule chaque soir une revue très déshabillée. En France, Crazy Horse, ce sont des jeunes femmes au corps superbe, vêtues par le seul jeu de lumière. L'un des descendants du chef Sioux a découvert très récemment le spectacle à la télévision. Il a vu rouge. À Paris, son émissaire, Red Cloud, prend son rôle très au sérieux. Cette coiffe représente mon peuple, ma nation. Et c'était important pour vous de venir avec? Bien sûr, elle a été portée par 5 générations. À l'origine, le chef Nuage Rouge est venu en France présenter un ouvrage consacré aux Indiens d'Amérique. Un coup de pub derrière le coup de colère, l'occasion en tout cas d'entendre la voix d'un peuple en manque de reconnaissance. Événement culturel à Paris avec l'ouverture cette semaine de Pharaon, l'extraordinaire exposition de pièces venant essentiellement du musée égyptien du Caire et du Louvre, présentée à l'Institut du monde arabe. Il faut s'armer de patience, jusqu'à 2h30 d'attente pour ce samedi. Le succès est tel qu'on envisage déjà de modifier les heures d'ouverture. Emmanuel Lambert, Didier Morel. Un engouement pharaonique cet après-midi. La file d'attente mesurait plus de 200 mètres de long. Il valait mieux être armé d'un peu de patience. Attendez, il est 15h. Bon, ça fait qu'1h30. Un peu plus. Un peu plus? Oh, allez, 1h03 peut-être, mais enfin une bonne heure et demie déjà. 1h30, 1h03. Bref, on se bousculait presque pour le voir. Lui, Toutankhamon, 3,50 m de haut et 4 tonnes de quartz. C'est assez imposant. Mais oui, c'est vrai, c'est très joli à voir. Moins imposant peut-être, ce sphinx est vieux de 33 siècles au total, plus de 200 pièces, des représentations de pharaons qui inspirent depuis des millénaires. On a l'impression qu'ils sont vivants. Il y a des pièces que je pense qu'ils n'ont jamais été exposées, ou en tout cas qu'on n'a jamais vues. On comprend maintenant la richesse de ce peuple. On voit les couronnes tout en or massif, etc. On se dit, wow. Depuis hier, l'exposition a accueilli 5000 personnes pharaons victimes de son succès. Les organisateurs prévoient déjà quelques ajustements. Nous pouvons peut-être étendre les heures de visite, les avancer le matin, les reculer le soir, faire 2 ou 3 nocturnes au lieu d'une. Voilà ce que nous pouvons faire peut-être pour accueillir plus de monde. Toujours le même émerveillement chez les enfants depuis des générations. L'Égypte ancienne fascine, bien plus drôle qu'un cours d'histoire à l'école. Stéphane Fraisse, doublement à l'affiche pour cette rentrée au théâtre et au cinéma, sur grand écran, le grand rôle, et sur scène dans Brooklyn Boy à la Comédie des Champs-Élysées. Sophie Jouve, Régis Maté. Moi, je peux juste un sandwich en me disant que comme j'avais tout le temps... tu le mangeras après. Sur tous les fronts, Stéphane Fraisse n'a même plus le temps de déjeuner. Moi, qu'on peut dire, c'est que vous avez une actualité foisonnante en ce moment. Stéphane en promotion dans une radio parisienne pour son nouveau film, Le Grand Rôle. Fraisse au théâtre, tous les soirs avec Brooklyn Boy. Un acteur débordé mais euphorique d'endosser des rôles plus profonds à un tournant de sa carrière. C'est des personnages qui grandissent et connaissent un certain succès à ce moment-là de leur vie. Comme s'il y a une espèce de convergence vers ce que je suis en train de vivre moi-même. Côté cinéma, Fraisse, émouvant, se glisse dans la peau d'un petit acteur qui rêve de décrocher son premier grand rôle. Quand vous lui filez à Maurice. Tu lui as dit que tu avais le rôle? Tu lui as fait croire que Christian t'a engagé? Elle sait pas que tu joues pas Shylock. Ben non, ça fait 15 jours que tu lui mens. Côté scène, il incarne un auteur de best-seller rattrapé par son enfance juive, et là, même ses silences sont éloquents. Ça là, c'est toi? Ah dis donc, qu'est-ce que t'es beau! J'ai failli pas te reconnaître. Merci. C'est un spectacle vivant. Et c'est la force du théâtre. Et c'est dans cette répétition qu'on commence à comprendre pourquoi on fait ce métier. Je trouve que faire le métier d'acteur de cinéma, c'est très bien, c'est très excitant, mais c'est... Je pense qu'il manque quelque chose. Sous l'œil du vrai spectateur ou sous l'œil de la caméra,
Entre cinéma et théâtre, cet automne nous offre la redécouverte d'un ex-jeune premier de 43 ans qui a l'étoffe et l'intensité d'un acteur arrivé à maturité. Michel Sardou revient à ses anciennes amours. Pour la 7e fois, il sera sur la scène de l'Olympia. 5 semaines déjà à guichet fermé. Olivier Lenuza, Jean-Marc Nouknouk. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Comme vous le savez, à l'Olympia, la tradition veut qu'il y ait une première partie. J'ai choisi un chanteur qui a débuté ici. Je vous demande de l'accueillir gentiment. Un débutant certes mais éternel. Le Connemara. Sardou en première partie de lui-même. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent. Un récital de 2 heures. Au total, une trentaine de chansons. C'est le décor du Connemara. Je voulais que chaque chanson soit un tableau, un vrai tableau. Il y a des effets évidemment, mais on sort de l'effet pour l'effet. Sardou rend hommage à Barbara. Dans un bruissement d'aile, prit son vol pour regagner le ciel. 6 lettres qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages du musical. Sardou et l'Olympia, une histoire de famille. Michel y débute en 1969, succédant à son père. Un papa pas peu fier, le fils s'en souvient. Il était venu un soir et... Parce qu'il dit, putain, tu fais récital, mais avec quoi? T'as 20 chansons. Alors, il m'a dit, bon, que tu fasses la gueule quand tu chantes pas des chansons marrantes, on est d'accord, mais entre les chansons, souris. Montre-leur que t'es content d'être là. Recommencer ma vie, non merci, à n'importe quel prix. En 1995, Michel Sardou se produit 5 mois d'affilée à l'Olympia. Cette année, il offre 33 concerts, sa première scène depuis 3 ans. On ne vit pas chez eux, leurs blessures ne saignent pas. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué, 20h55. Patrick Sébastien fête ses 30 ans de scène, lui, à l'Olympia. Demain, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Jean-Pierre Chevènement. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.